Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Vous l'avez déjà deviné, nous sommes à Paris, au Salon de l'Agriculture, un salon qui s'achève ce soir. Question du jour, quelle agriculture demain dans le Grand Est? Chacun s'accorde sur la crise que traverse le secteur. Une crise économique, une crise environnementale et sanitaire aussi, avec par exemple l'usage de pesticides toujours plus controversé. Eh bien, quelle solution, quelle stratégie adopter pour sortir de l'ornière? La question s'adresse aux quelques 50 000 chefs d'exploitation du Grand Est, deuxième région de France, je le rappelle, mais aussi à nous tous, à tous ses habitants. Deux invités sont avec moi. Marianne Isler-Béguin tout d'abord. Bonjour madame. Bonjour à tous. Vous êtes mosellane, fille d'agriculteur et présidente de l'Institut européen d'écologie fondé à Metz par Jean-Marie Pelt. Un institut qui est un lieu de colloques et de festivals autour des questions environnementales. Vous avez été députée européenne et vice-présidente du Parlement européen de 91 à 94 et vous êtes écologiste, on l'aura deviné. C'est exact. Maxime Charpentier, bonjour monsieur. Bonjour. Agriculteur à Lachy dans la Marne et vice-président de la Chambre d'agriculture du Grand Est. Vous êtes engagé dans l'innovation agricole. Vous présidez Terra Lab, une ferme expérimentale située sur l'ex-base aérienne de Reims. Vous comptez beaucoup sur ce qu'on appelle la bioéconomie. Eh bien, vous nous expliquerez cela. Et nous retrouverons Laurence Laborie dans les travées du salon. Bonjour Laurence. Bonjour Vincent. Oui, je vous montrerai à quoi pourrait ressembler l'agriculture de demain avec un robot innovant. Et puis je vous présenterai également la vache vosgienne, une race qui se porte bien, vous verrez. Elles sont juste là. À tout à l'heure. À tout à l'heure Laurence. Allez, voilà pour le programme. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je voudrais d'abord qu'on écoute le président Macron qui affiche sa volonté de rupture. L'agriculture française doit changer pour survivre, nous dit-il. On l'écoute, il s'est exprimé juste avant l'ouverture du salon. C'était devant 700 jeunes agriculteurs à l'Élysée. On écoute. Les urgences qui frappent aujourd'hui le monde agricole rendent encore plus insupportables les postures historiques. Et mon sentiment, c'est que nous ne pouvons plus accepter que certains se posent en grands défenseurs de l'agriculture en parole, mais travaillent dans les actes à maintenir le statu quo. Et le statu quo, il la tue lentement, mais sûrement. Alors oui, il y a des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Oui, il y a des discours de vérité qui ne plaisent pas. Oui, il y a beaucoup d'habitudes à changer. Mais nous allons le faire ensemble parce que nous partageons cette responsabilité et je sais combien vous êtes toutes et tous attachés à cela. Et le programme, ce sont de meilleurs prix promis aux producteurs avec de nouvelles négociations, une montée en gamme poussée par un plan d'investissement de 5 milliards d'euros, des surfaces bio triplées dans les 5 ans et moins de pesticides avec l'interdiction à venir du glyphosate. Marianne Isler-Béguin, la rupture selon Macron, y croyez-vous? Je dirais, j'aimerais y croire. On aimerait y croire parce qu'effectivement, il faut changer de système, mais on dit ça depuis très longtemps. Vous savez, moi, ça fait à peu près 40 ans que je suis écologiste. Je me sens tout à fait l'allié des agriculteurs. Au départ, ils ne l'ont pas cru. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans une situation quand même calamiteuse au niveau de l'environnement, au niveau de la santé. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ce qu'on nous promettait. On nous promettait également de nourrir la planète. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est une faillite. Maxime Charpentier, êtes-vous convaincu par le volontarisme affiché d'Emmanuel Macron? Ouais, je pense que l'agriculture a toujours su s'adapter malgré tout. Dans les années 60, il y avait quand même un super projet de nourrir les citoyens. On a remporté le projet. Et aujourd'hui, l'agriculture peut évidemment changer. Elle a déjà fait beaucoup de changements en interne. Et quelque part, on est acteurs du changement et on souhaite aussi s'adapter quelque part à la demande sociétale parce que les agriculteurs, ils ne sont pas à côté de la société, ils sont dans la société. Et Macron, qui veut changer, qui veut par exemple interdire le glyphosate dans 3 ans avec dérogation, c'est vrai? Ça vous inspire quoi ça? Mais le glyphosate, c'est un moyen de production quelque part. Ce n'est pas tellement le cœur du sujet. Ce qu'il faut, c'est vraiment parler du projet qu'on souhaite porter et qu'on souhaite donner à l'agriculture. D'accord, mais je vous interroge quand même sur les pesticides parce que vous en utilisez comme la plupart des agriculteurs, bien évidemment. Vous êtes céréalier. Oui. S'il y a moins de pesticides, s'il n'y a plus de glyphosate, vous allez faire comment? Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, du coup, ça donne quand même un gros marqueur pour essayer de trouver des solutions alternatives. Ça, c'est évident. Une fois que la décision politique est là, il faut trouver. Mais nos systèmes d'agriculture, parfois en agriculture de conservation, ont quand même besoin, à un moment donné, de toutes petites doses de glyphosate qui soient très bien mises au bon moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut. Et il nous faut beaucoup de temps pour s'adapter à des nouvelles pratiques, à des nouveaux systèmes de production. Et quelque part, on n'est pas contre le marqueur qui est donné, mais il faut nous donner du temps. Et il faut bien réétudier la possibilité, malgré tout,
d'en mettre dans des doses restrictives. Bon, vous comprenez que là, si je suis d'accord avec certaines choses, je ne suis absolument pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on sait l'impact que ça a sur la santé. Écoutez, au niveau de la médecine, on fait des progrès considérables et les cancers augmentent. Ça vient bien de quelque chose. Ça vient de ce qu'on ingurgite, ça vient de ce qu'on respire. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il y a certaines molécules qui sont cancérigènes, mutagènes, qui ont un impact sur la reproduction. Donc si c'est avéré, et là pour le Roundup c'est avéré, eh bien il faut l'enlever. La santé publique doit passer avant tout, parce que la santé publique ça a un coût que les grandes sociétés ne payent pas. On parlait d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, là vous êtes d'accord avec lui, c'est le bon mouvement? Ah ben tout à fait, mais 3 ans, pourquoi 3 ans? Pourquoi attendre encore? Parce que chaque fois c'est ça, on remet à demain ce qu'on peut faire le jour même. Ils vont s'adapter, on sait très bien qu'ils ont une grande capacité d'adaptation, donc arrêtons tout de suite ce qu'on sait qui est dangereux pour notre santé, pour nos concitoyens. Quelques mots, Maxime Charpentier. Non, bah simplement, le marqueur est donné. Nous, on est complètement conscients qu'il faut évoluer très très fort sur nos pratiques, qu'il faut trouver des solutions alternatives. Après, personne ne peut s'adapter en 6 mois de temps. Vous aurez 3 ans. Alors voilà, donc on va voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Ça fait longtemps quand même qu'on parle du Roundup. Mais moi j'aime bien les derniers propos du président de la République qui dit à un moment donné on va faire ensemble. Et je pense que c'est quand même à travers ces propos-là qu'à un moment donné on n'est pas dans l'opposition. En fait, si à un moment donné on veut faire avancer l'ensemble des agriculteurs, il faut travailler ensemble, il faut construire à changer ce modèle-là, mais ça ne se fera pas dans l'opposition. Je ne m'attaque pas à l'agriculture, je m'attaque à ceux qui mettent encore sur le marché. C'est très clair, voilà. C'est très clair. Mais justement, la question de cette émission, le thème de cette émission, c'est quelle agriculture demain dans le Grand Est? Et bien justement, vous la voyez comment, vous la souhaitez comment en 2030, l'agriculture? Où sont les solutions aux difficultés qui dominent aujourd'hui? Marianne Isler-Béguin. Bah écoutez, moi je pense, comme je l'ai déjà dit, la santé, c'est quelque chose de primordial. Nous devons savoir si l'agriculture d'aujourd'hui a un impact sur la santé, un impact sur l'environnement. Tout ce qui a été mal fait en général, il faut l'arrêter. Aujourd'hui, on voit que le consommateur lui-même commence à faire le tri lorsqu'il achète. Donc je pense que l'agriculture est tout à fait capable de s'adapter à cela. Et concrètement, donc une agriculture de qualité, une agriculture de qualité, une agriculture paysanne, une agriculture où on paye l'agriculteur. Est-ce que vous savez, je suis arrivée, j'ai payé 1 litre d'eau 2,80 €. Est-ce qu'on sait combien aujourd'hui l'agriculteur est payé pour son litre de lait? 2 francs anciens et 0,30 centimes. C'est un véritable scandale. Donc effectivement, aujourd'hui, nous devons soutenir l'agriculture paysanne pour que l'agriculteur puisse être rémunéré en fonction du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'agriculture biologique, Emmanuel Macron veut tripler les surfaces en 5 ans, c'est faisable, oui ou non? Bien sûr que c'est ça votre souhait. Bien sûr que c'est faisable, parce qu'on voit aujourd'hui tous les jeunes agriculteurs, le nombre de fermes qui se convertissent à l'agriculture bio, bien sûr c'est possible, mais il faut aller encore plus loin. Les solutions d'avenir, Maxime Charpentier, selon vous, c'est quoi? Alors les solutions d'avenir, elles sont déjà à quoi peut servir l'agriculture. En fait, il faut se rendre compte qu'on vient de vivre un siècle d'énergie fossile. Hein, toute notre société de consommation est partie là-dessus. Il faut se rendre compte qu'en fait, l'agriculture, à travers l'énergie verte, à travers la biomasse, on peut substituer beaucoup d'énergie issue du pétrole. Donc l'agriculture, elle peut à la fois rendre un service nourricier, évidemment. Elle peut faire partie du bouquet énergétique parce qu'elle peut produire de l'énergie. Elle peut produire des biomatériaux, c'est-à-dire qu'en fait, toute la chaîne carbonée du pétrole, on peut la remplacer par la chaîne carbonée verte. Donc les sacs plastiques biodégradables, les détergents pour les sols, etc. On peut stocker du carbone. Donc en fait, l'agriculture, elle est multifonctionnelle. Et quelque part, c'est le projet de l'agriculture, c'est vraiment de savoir demain, on va vivre en ville, hein, 80% des gens, il y a une ruralité. Et quel est le lien qu'on construit demain entre la ruralité et la cité? Et comment est-ce qu'on fait pour que la consommation de demain soit durable? Et ça, c'est précisément la bioéconomie, hein. Fabriquer avec l'agriculture des produits non alimentaires. Demain, en 2030 par exemple, vous pensez qu'un agriculteur pourra dégager quoi? 10%, 20%, 30%, 50% de ses revenus avec ça? Comment vous voyez les choses? Oui, alors en fait, et c'est pour ça que moi je veux revenir au projet. La seule chose qui est renouvelable sur cette planète, c'est la photosynthèse. C'est-à-dire, vous avez un potentiel sol-soleil, et grâce à la photosynthèse, vous produisez de la matière verte. C'est la seule chose qui est renouvelable sur cette planète.
Donc il faut optimiser le moindre mètre carré de sol pour savoir comment est-ce qu'on peut le valoriser en matière durable, renouvelable. Et ce que je veux dire, c'est que le fait de faire de l'énergie sur un sol, ça permet de trouver une solution pour être plus durable sur la partie nourricière. Parce que par exemple, quand vous pouvez faire du 3 cultures en 2 ans, couvrir vos sols en permanence, vous mettez moins de pesticides parce qu'il y a moins d'herbicides résistants. Et en fait, ça vous donne des solutions pour le nourricier. Là on est tout à fait d'accord parce qu'on sait très bien que le pétrole va s'arrêter en 2050. On imagine très bien que nos enfants, nos petits-enfants devront faire différemment parce qu'aujourd'hui l'agriculture dépend quand même du pétrole avec les engrais, etc. Donc il faudra de toute façon trouver de nouvelles méthodes. Bien sûr, là on est tout à fait d'accord, mais donc il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Et ce que je voulais quand même rajouter, c'est que les sols aujourd'hui, tous les sols ne sont pas en bonne santé, je dirais. Il faut restaurer les sols. Alors là, parce que lorsque... là, faut vraiment que je réponde. On va en parler après. Je vous promets qu'après, on va parler de bioéconomie et vous pourrez encore vous expliquer, notamment sur le bio, parce que vous n'êtes pas d'accord. On parlait d'agriculture demain, on parle d'agriculture de demain et justement, l'agriculture de demain, c'est aussi le numérique et la technologie. Le stand Agri 4.0 s'agrandit d'année en année au salon avec même des robots. Laurence Laborie, vous êtes avec le tout premier bébé d'une entreprise toulousaine, Nayo Technologies. Oui Vincent, je vous présente Ose, ce petit robot autonome de désherbage mécanique. Il est sur le marché depuis 5 ans tout juste. Une centaine de machines ont été vendues, principalement à des agriculteurs français. Il représente aujourd'hui 90% de la clientèle de la société et la demande est bien réelle. Ose coûte entre 20 et 25 000 euros. Il est utilisé pour le maraîchage, les petites surfaces de moins de 10 hectares. Sa force, c'est qu'il gratte la terre, détruit les mauvaises herbes, mais sans produits chimiques. Il est aussi léger et n'abîme pas, ne tasse pas le sol, ce qui est également important pour les agriculteurs. Cette entreprise de Toulouse propose aussi d'autres outils, d'autres robots, des enjambeurs pour les vignes, également pour les grandes cultures légumières. Certains outils sont testés pour les betteraves, mais pas pour les céréales. Pour les très grandes surfaces, eh bien, il est encore difficile de concurrencer les herbicides. Les professionnels, bien sûr, y pensent, mais cela reste compliqué techniquement de mettre au point un outil rentable. Et c'est bien là, Vincent, l'enjeu de demain, un enjeu de taille. Maxime Charpentier, vous faites de la grande culture dans la Marne. Est-ce qu'un robot pourrait avoir un usage? Est-ce que vous y croyez dans les années qui viennent, un robot chez vous à Lachy? Alors en fait, les robots trouveront leur place dans l'agriculture de demain. Alors essentiellement en maraîchage et en agriculture biologique, sur justement des solutions mécaniques pour se passer justement des pesticides. Après, sur les grandes cultures, il va y avoir une évolution vraiment très très importante grâce au numérique et ça va nous permettre vraiment de déclencher, de pouvoir faire des choses beaucoup plus adaptées. Mais je pense que vraiment, ça c'est des outils, mais la vraie solution, elle n'est pas tant là. La vraie solution, elle est, et le changement de modèle, c'est pas on passe d'une agriculture avec pesticides à sans pesticides. La vraie solution, elle passe par l'approche des systèmes. Je vous promets qu'on va en parler, c'est prévu. Un mot de réaction sur les robots, vous avez le sentiment que c'est intéressant? Et après, on revient sur le fond. Écoutez, il y en a déjà qui les utilisent. Bon, j'ai un frangin qui a une treilleuse, un robot qui traite ses vaches depuis 10 ans. Donc ça existe déjà. C'était extraordinaire. Ça lui a changé la vie. Aujourd'hui, il a acheté, je crois, une bineuse à caméra laser. Donc effectivement, ils sont déjà dans la robotisation. Donc, mais ensuite, les tracteurs autonomes, je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on aura sur les grandes surfaces des tracteurs autonomes sans conducteur. Donc effectivement, il faut composer avec ça. Allez, on parlait de Terralab, mais il y a tout un pôle autour de la bioéconomie, le pôle dit IAR, Industrie et Agro-Ressources, un pôle qui réunit les Hauts-de-France et le Grand Est. Dans le Grand Est, c'est la Marne qui concentre laboratoires publics et privés et sites industriels. Je pense bien sûr à Paumac-le-Bazancourt, à côté de Reims, où on travaille sur la fabrication de carburants, de matériaux, de produits chimiques à partir du végétal. À la ferme expérimentale Terralab, Maxime Charpentier, comment vous vous inscrivez dans ce système? Et on va revenir du coup sur le débat de fond entre vous deux. Alors en fait, dans ce qu'on appelle la bioéconomie, il y a la valorisation aval et amont. C'est-à-dire qu'on produit de la matière verte et on se pose la question de comment est-ce qu'on va valoriser cette matière-là sur le marché.
Donc il y a plusieurs valorisations possibles. Il y a évidemment nourricière, quand vous prenez un épi, il y a du grain, hein, on va pouvoir faire de la farine. Par contre, sur l'ensemble du reste de la tige, on peut faire aussi ce qu'on appelle le cracking du végétal, c'est-à-dire qu'on va séparer toutes les molécules qui composent la tige et on va récupérer les molécules de carbone. Et avec cette molécule de carbone, on peut refaire la chaîne carbonée qui est l'équivalente de celle du pétrole et donc reconstituer vraiment tous les objets de consommation. C'est le principe de la bioéconomie, mais ce que vous faites à Terra Lab, c'est quoi? En quoi ça peut changer demain le quotidien des agriculteurs? Alors, très concrètement, il y a des débouchés multiples, mais par contre, la production, c'est vraiment le premier maillon de cette chaîne. Parce que si la durabilité n'est pas garantie sur la partie de la production agricole, en fait, vous ne pouvez pas garantir l'ensemble de la chaîne de valeur dans sa durabilité. Donc, il faut déjà passer par ça. Et donc, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir une démarche durable, environnementale, sur les sols, pour pouvoir à la fois nourrir, à la fois produire de l'énergie, à la fois produire des biomatériaux, à la fois stocker du carbone. Et comment est-ce que je fais ça sur un sol? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres expérimentations. Par exemple, à Metz Métropole, nous avons également la base aérienne de Frascati, l'ancienne base, qui a été donnée à Metz Métropole. Et nous allons en faire aussi un agro-biopole. Donc, on a d'autres projets. Donc, on veut former les jeunes agriculteurs. C'est-à-dire, les agriculteurs qui sortent du lycée agricole, on leur permet pendant 2 ans de s'expérimenter. C'est autre chose. Et donc, on fait aussi du bio. On les lance sur le bio. Donc, c'est complémentaire, si vous voulez. Là, il s'agit vraiment de recherche agronomique. En quelques mots, vous cherchez quoi? Comment ça se passe? C'est des rotations de culture? Et je voudrais après que Madame Béguin réagisse. On compare 6 façons différentes d'alterner les cultures sur 8 ans pour justement amener de la résilience. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire 3 cultures en 2 ans. Le fait de faire 3 cultures en 2 ans, ça permet aussitôt après une récolte au 1er juillet, par exemple, de réimplanter une culture. Ça permet d'éviter la percolation de l'engrais dans les sols. Ça permet de couvrir les sols. Du coup, il n'y a pas de mauvaises herbes. On peut ensiler cette récolte-là à l'automne. On peut la mettre dans un méthaniseur, produire de l'énergie. Et comme ça, ça permet de capacité. Ça existe déjà. Ouais, non, mais c'est bien. Mais si vous voulez, excusez-moi de vous interrompre. Non, mais c'est intéressant, c'est un débat. Allez-y. Mais ça existe déjà. Si vous regardez les études qui ont été réalisées par l'INRA, ils sont vraiment en avance. Donc, ils ont étudié toutes ces possibilités. Bon, maintenant, si elles sont expérimentées au niveau agricole sur le terrain par des agriculteurs, tant mieux. Les méthaniseurs, c'est pareil. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui lancent plutôt dans le maïs, d'autres font autre chose. Donc, aujourd'hui, on est vraiment en pleine évolution, peut-être même révolution de l'agriculture, et c'est tant mieux. Mais je pense quand même qu'il faut aller vers du bio. C'est vraiment ça pour respecter la terre et respecter les hommes. Mais et cette démarche de la bioéconomie qui est poussée par la grande culture en Champagne-Ardenne, vous, en tant qu'écologiste, vous avez quel œil, quel regard là-dessus? Parce que c'est quoi? C'est de la méfiance ou au contraire, vous avez le sentiment que c'est la voie qu'il faut prendre? Non, mais je pense qu'ils sont en pleine recherche. Mais aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ça ce que l'agriculteur souhaite aujourd'hui? Comment est-ce qu'on répond à la demande de nos concitoyens qui veulent de la proximité, qui veulent voir les bêtes qui vont peut-être manger après, qui veulent voir comment sur une ferme c'est organisé, participer. Donc le rapprochement du citoyen, du consommateur, est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est la question que je me pose et je n'ai pas l'impression. Maxime Charpentier. Alors, en fait, la compétitivité sur une exploitation, elle passe par l'interdépendance des systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que vous allez avoir un peu d'élevage, en polyculture élevage sur une exploitation, vous allez remettre du fumier par exemple sur les sols, ça c'est un principe d'économie circulaire. Après, si vous avez un méthaniseur à la taille du canton, vous allez pouvoir aussi avoir une économie circulaire, récupérer du digestat et puis faire un petit peu de valeur ajoutée avec l'énergie pour passer les crises. Et si vous avez par exemple une sucrerie dans un département, c'est une autre économie circulaire qui peut vous récupérer de la vinasse, c'est de l'engrais pour remettre sur vos sols. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit sur une société qui consomme, qui a des besoins. L'agriculture, elle n'est pas là pour se faire plaisir, elle est là pour répondre à un besoin. Donc il y a des besoins nourriciers, il y a des besoins énergétiques, il y a un besoin de capter du carbone pour éviter le réchauffement climatique, il y a un besoin de produire des biomatériaux. Donc nous, on répond à des attentes sociétales. Non mais c'est évident, le changement climatique c'est le numéro 1 aujourd'hui, la santé, mais le changement climatique. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas comment vous allez répondre à ça. C'est
technique, bien sûr, mais où est la place de l'agriculteur, du paysan Pardon. Oui, il va falloir qu'on passe à la suite. L'agroforesterie, par exemple, que pensez-vous de l'agroforesterie? Aujourd'hui, l'agroforesterie répond à tout ce que vous développez. Donc pourquoi ne pas se lancer dans quelque chose qui est plus naturel, plus proche de la nature, plus proche des êtres vivants et humains? C'est clairement, et on va s'arrêter là-dessus parce qu'il faut qu'on passe à l'élevage, mais c'est clairement une démarche productiviste qui est faite dans la Marne. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire et d'exporter. C'est ça, c'est juste, beau, hein. Oui, alors l'intérêt de Terra Lab, c'est quand même d'être dans une logique de production, mais durable. Merci à vous. Dimanche en Est-ce que c'est compatible? C'est toute la question. Oui, et c'est justement ce qu'on teste et ce qu'on veut prouver. Allez, dimanche en politique Grand Est continue. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Ça, je pense que vous l'avez compris. On a parlé de stratégie, on a essayé aussi de parler de solutions d'avenir et tout le monde n'a pas les mêmes. Je vous propose de retrouver le plancher des vaches au pavillon élevage. Laurence Laborie est en belle compagnie avec des Vosgiennes, une race et une filière qui se portent plutôt bien du côté du massif des Vosges, Laurence. Oui, elle est reconnaissable, bien sûr, à sa robe mouchetée de noir, à cette ligne blanche sur le dos. Eh bien, la Vosgienne fait son grand retour. 12 000 têtes aujourd'hui contre 2 000 dans les années 70. Les éleveurs croient en elle, misent sur elle. Et Florent Campello est l'un d'eux. Il est éleveur dans le Haut-Rhin, à Mittelard. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, quel est le secret de cette renaissance de la Vosgienne? Un dynamisme, de la jeunesse et surtout une envie de bien faire les choses. Et un produit, le fromage. Vous avez créé votre propre fromage. Absolument, le cœur de massif qui a maintenant 3 ans et qui se développe à vitesse grand V et qui permet une meilleure valorisation de les produits de la race vosgienne à travers ses éleveurs. La transformation, transformer son lait, c'est la clé aujourd'hui pour pouvoir en vivre, bien vivre, plutôt que de le vendre. C'est une des solutions et c'est la solution qu'a choisi la Vosgienne, tout simplement parce que c'est un savoir-faire qui est déjà présent sur notre massif, sur notre territoire, mais on la valorise encore une fois plus à travers sa race et ses hommes. Et justement, à titre comparatif, vous gagnez plus clairement en vendant votre fromage plutôt qu'en vendant votre lait? Ah, je crois que c'est très clair. Je pense qu'on peut parler de chiffres. On fait x3 quand on va valoriser et affiner à la maison un produit qui est celui du cœur de massif. Cœur de massif, il est juste derrière nous. Il est aussi là dans le stand, mais je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir le voir parce qu'il y a du monde, bien sûr, au salon de l'agriculture. Alors ces vaches, vous les bichonnez, vous en prenez soin. Elles sont nourries à l'herbe, sans OGM. Elles préservent aussi les paysages de montagne. C'est-à-dire comment? La biodiversité de la flore fait que l'animal arrive à nous rendre, à travers un produit, tout ce qu'elle sait faire naturellement, et elle arrive à laisser les paysages ouverts, puisque si maintenant il n'y avait pas de Vosgiennes sur notre territoire, sur notre massif des Vosges, on aurait une forêt qui serait comblée aujourd'hui, et donc on arrive là-dedans à faire les jardiniers du paysage. La Vosgienne se porte mieux qu'avant. Il y a la vôtre qui est juste là, votre vache Edelweiss. Quelle est la proportion justement de cette progression aujourd'hui? Alors la proportion, c'est à peu près, on prend entre 350 à 300 animaux en plus par an sur l'effectif global d'à peu près 11 000 têtes. Et on prend surtout, ce qui est important pour nous, des vaches laitières qui sont contrôlées. Ça veut dire qu'il va nous emmener des données pour évoluer génétiquement à la race et séduire de plus en plus d'éleveurs. Merci beaucoup Florent. Vous l'aurez donc compris, la Vosgienne, c'est d'abord un terroir, une vache et désormais un produit, un fromage. Et on vous attend ici au pavillon 1, Vincent bien sûr, pour le déguster. J'arrive avec plaisir. Merci Laurence. Marianne Béguin, ça vous inspire quoi, cette réussite? Je trouve ça super, parce qu'effectivement, avec ce projet, donc Cœur de Massif, ils ont pu rebondir. Parce que depuis longtemps, ils cherchaient à développer cette race vosgienne. Et là, avec ce produit, donc, qui leur permet aussi d'avoir des rentrées supplémentaires. Donc, effectivement, on se diversifie, on essaye d'être autonome par rapport aux produits importés. On ne ramène plus de soja, OGM, etc. Donc là, on est vraiment sur une prise de conscience du souhait du consommateur. Et en plus, ça marche parce qu'ils ont une augmentation de leur production et la vache vosgienne se porte bien. Maxime Charpentier, quelle leçon il faut tirer de cette réussite? Le savoir-faire français, il est extraordinaire. On a des terroirs, on a des compétences, on a des jeunes qui s'investissent. Moi, je les connais particulièrement, mais il faut voir l'énergie qu'ils mettent à sauver leur patrimoine, à sauver leur savoir-faire et à le valoriser pour aller chercher la valeur ajoutée et puis satisfaire un consommateur. Il arrive à un moment, c'est un plaisir de pouvoir manger des bons produits et il faut forcément aider ces jeunes-là.
Allez, il nous reste une toute petite minute. Je voudrais un mot de vous à propos de l'Europe. Vous avez été vice-présidente du Parlement européen. La Grande-Bretagne quitte l'Europe. Ça va faire de l'argent en moins pour la PAC, la politique agricole commune. Un mot sur une priorité. Qu'est-ce que vous attendez en quelques mots? Il faut que l'Europe voie la misère aujourd'hui de l'agriculture, alors qu'on a donné des sommes phénoménales et l'agriculture se porte mal. Donc aujourd'hui, c'est la faillite d'une sorte d'agriculture. Donc aujourd'hui, il faut vraiment venir à autre chose. Maxime Charpentier. Alors, il faut que l'Europe soit cohérente par rapport à son cahier des charges de qualité et de durabilité, son exigence. Il faut qu'elle soit cohérente par rapport à son comportement à l'international. Et on le voit dans le Mercosur, où à un moment donné, on ne peut pas exiger à ses citoyens, à ses agriculteurs européens de produire avec un cahier des charges d'excellence, ce qu'on souhaite également, et en même temps accepter des importations qui ne soient pas dans le même cahier des charges. Ce sera le message de la fin et je crois que vous êtes d'ailleurs d'accord sur ce point. Merci à vous. Marianne Isler-Béguin, merci Maxime Charpentier et merci à Laurence Laborie dans les travées du salon. Fin de dimanche en politique Grand Est. Tout de suite, l'information en Champagne-Lorraine et Alsace. Bon dimanche.